Et c'est parce que quinine est archi simple qu'il est archi efficace. Et c'est parce que la vie quotidienne est archi simple qu'on finit par se désintéresser de ce qui l'encombre. Comme dit Maître Dogen, étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est d'être éveillé par les 10 000 choses. Autrement dit, c'est en lâchant l'ego, en cessant de vouloir comprendre, qu'on entre dans la simplicité, qu'on entre dans le vrai zen. On dit dans le zen qu'au début, la montagne est la montagne. Ensuite, que la montagne n'est pas la montagne. Et en fin de compte, que la montagne est la montagne. On a déjà cité cet aphorisme à plusieurs reprises. Et de la même façon, on peut dire qu'au début, on ne peut pas vivre sans le moi, sans cette illusion du moi, sans cette construction du moi. Puis dans une seconde étape, et avec la pratique, on réalise la nature du moi. C'est la seconde noble vérité. Et l'on mène une vie sans moi. Peut-être un peu artificielle. Et enfin, dans une troisième et dernière étape, le moi n'est plus le problème. Qu'il soit là ou non ne perturbe plus. La montagne est de nouveau la montagne. Au début, on est très attaché à l'idée d'un moi distinct, différent des autres. Le moi est au centre de la vie des gens en général, au point que le mettre en question, oser le mettre en question, relèverait de la psychiatrie. Ensuite, avec la pratique, qui n'est pas artificielle, c'est simplement une constatation du réel, avec la pratique, on réalise l'illusion du moi. Et on ne peut vivre sans s'y accrocher. Finalement, on revient à une forme de simplicité où la distinction entre le moi et l'absence de moi perd de son importance. Qu'il y ait moi ou absence de moi n'est plus important. Et c'est cette compréhension, cette réalisation qui dépasse les oppositions et permet de voir la montagne à nouveau comme la montagne. Quand on commence dans la voie du zen, on regarde la montagne, elle est belle, elle est grande, elle est majestueuse, et on dit, voilà une montagne, c'est du solide, c'est du stable. Je suis impressionné. C'est un monde extérieur, là-bas, et moi je suis ici, un individu, un esprit pensant. Cette montagne,
Ça peut être ma vie, mes difficultés, mon ego ou ma spiritualité. Peu importe. Elle est là et je suis ici. Et on commence comme ça au début avec une compréhension intellectuelle de la pratique. On lit des livres, on écoute des enseignements, on médite, mais on attend des résultats. On a un futur dans la spiritualité. On pense à ce qu'on deviendra. La montagne est un objet. Elle est à l'extérieur. On peut la définir intellectuellement. Un jour, un disciple demanda à son maître, Maître, qu'est-ce que la voix? Réponse du maître, c'est ton quotidien, celui que tu fuis. Le disciple demanda alors, et comment entrer sur cette voie? Et la réponse, par la porte que tu refuses de franchir, celle de toi-même. En fait, la montagne est déjà là, il n'y a pas besoin de partir la chercher ailleurs. Donc ça, c'était la première partie, la montagne et la montagne. Et puis, la montagne n'est plus la montagne, c'est la phase de doute, de retournement. On on médite régulièrement, on fait zazen. Et progressivement, les certitudes s'effritent. Le sol se dérobe. Ce que je pensais être moi se dissout. Les pensées surgissent, mais elles ne me définissent plus. Mon identité se fissure, ce qui est parfois très inconfortable, effrayant même pour certains. Tellement effrayant qu'ils préfèrent ne pas continuer dans ce sens. On se sent comme dans le vide. Autrefois, il y avait une montagne, ça allait, mais là, c'est terrifiant. Où est la montagne? Elle disparaît. Qu'est-ce que je deviens? On pensait s'élever spirituellement sur la base de l'ego, évidemment, tout en restant moi, avec ce moi pour témoin, mais ce moi se dérobe. Ma seule référence restante se dérobe, d'où mon angoisse. Je veux continuer, mais c'est trop dangereux. Il me faut absolument un maître, une figure paternelle qui me conseille, qui me guide, que je peux suivre, et une sangha ou des amis qui me soutiennent. Et pourtant, c'est là que la véritable pratique commence. D'où le koan du disciple qui demande Maître, je suis entré dans le vide avec un certain effroi. Le maître lui répond Laisse-moi t'en sortir. Le moine avait voulu comprendre le vide comme un concept, une absence. Mais dans la pratique vivante, le vide n'est pas le néant. C'est le point que personne ne comprend. Le vide n'est pas le néant. C'est la réalité telle qu'elle est, sans forme fixe, à cause de l'impermanence et de l'interdépendance. Donc on ne sait plus rien.
mais ne pas savoir, c'est déjà s'approcher du réel. Parce que ce que l'on savait, ce que l'on pensait savoir, c'est l'emballage, c'est le papier cadeau, c'est le commentaire, les commentaires sur les commentaires, mais pas la vue directe. Où celui qui voit, dans la vue directe avec un V majuscule, celui qui voit a disparu. Et c'est là où la montagne est de nouveau la montagne. Mais cette fois, ce n'est plus une montagne conceptuelle, ce n'est pas un objet de l'esprit, c'est la montagne vivante, telle qu'elle est, non conceptualisée. La réalité absolue dans la réalité relative. C'est Shunyata. C'est le vide, mais le vide d'existence inhérente. Et de ce vide-là, il n'y a pas à avoir peur. Simplement, ça permet de ne plus être intéressé par le superficiel, parce qu'on ne peut pas s'attacher à ce qui n'a pas de nature inhérente. Et à ce moment-là, manger est juste manger, méditer est juste méditer. L'ego n'a pas nécessairement disparu, mais il a perdu son pouvoir hégémonique. Il n'est plus au centre. Il redevient un outil, mais pas un tyran. Il n'est plus le chef. Il retombe au niveau de la clé à molette. Très bien pour la conversation, pour les relations sociales, mais pas plus. On remet les pieds sur le sol. On reprend contact avec la réalité. Un jour, un moine demanda à maître Yumen, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Et Yumen répondit à son disciple, « Un bâton à merde séché. » On pourrait croire à une insulte, surtout quand le Bouddha est impliqué, mais non. Yumen veut briser l'attente spirituelle de son disciple. Son disciple était resté dans la deuxième partie, quand la montagne n'est plus la montagne. Il veut briser l'attente spirituelle. Il montre que le sacré n'est pas ailleurs, mais dans chaque chose, dans les plus humbles, dans le fait de balayer sa maison. Balayer sa maison n'est pas plus sacré que faire zazen. Et alors la montagne est redevenue la montagne, parce qu'on l'a comprise. Donc on pourrait dire que le zen n'est pas une suite de techniques pour atteindre un état spécial, comme on pourrait le croire par exemple dans le bouddhisme tibétain, ce qui n'est pas une critique du bouddhisme tibétain parce qu'il a aussi sa logique. Mais il ne faut pas le confondre avec le zen. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une suite de techniques. Le zen, c'est l'abandon du commentateur en nous. L'abandon de ce je qui veut tout contrôler,
qui veut comprendre, qui veut progresser, qui veut imposer absolument sa présence. Mais en imposant absolument sa présence, il bloque tout. Il bloque le flux. Il bloque le flux du Satori. Donc la montagne est d'abord l'objet, puis, dans le doute, elle disparaît comme une illusion. On pense qu'on y est arrivé, mais on n'y est pas arrivé. On y est arrivé uniquement sur le plan intellectuel. Et enfin, la montagne réapparaît, mais maintenant, il n'y a plus séparation. Le souffle est le souffle, la vie est la vie. On ne dit plus je médite, on est en méditation. On ne dit plus je vis, on est la vie. Comme l'a écrit Maître Deshimaru, quand vous êtes simplement assis, vous devenez la montagne, silencieux, immobile, sans désir de devenir.